Attache ta tuque, on part. Hello hello, salut chers vadrouilleurs, salut chères vadrouilleuses, bienvenue dans ce 60e épisode de Chronique de voyage. C'est moi, Alban, mais aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Manon, Charlène, Florence et Florine. J'ai une grosse annonce, c'est pour ça que je me suis entourée. J'ai créé un e-book pour t'aider à bien choisir ton auberge de jeunesse. Tu peux trouver le lien directement en description. Et pour l'occasion, j'ai eu envie de faire comme un espèce de recueil des meilleures anecdotes d'auberge de jeunesse. Donc c'est pour ça que je suis allée demander à d'autres voyageuses de partager aussi leurs beaux et moins beaux souvenirs d'auberge de jeunesse pour te montrer à quoi t'attendre. Tu commences à savoir comment je fonctionne, j'aime montrer la réalité, alors il y a des belles histoires, il y en a des un peu moins sympathiques, ça te fait un bel aperçu de ce que tu peux vivre en auberge de jeunesse. Au programme, des rencontres, des hostels qu'on ne veut plus quitter, des moments pas super agréables quand ça t'arrive, mais qui te font bien rire quand tu y repenses. Allez, belle écoute! Coucou, alors moi je m'appelle Manon, je suis formatrice podcast et médias et histoire en auberge jeunesse, j'en ai plein et c'est pour ça que j'ai un peu séché sur quelle histoire j'allais raconter parce que vraiment en 3 ans et demi, on peut s'imaginer que j'ai vu beaucoup de choses dans les auberges jeunesse. Mais je voulais raconter une histoire assez unique qui m'est arrivée à Cuba quand je faisais mon tour de l'Amérique latine en sac à dos. Et en gros, j'avais débarqué dans c'était pas vraiment une auberge jeunesse, mais c'était une casa particular. C'est des maisons, où plusieurs personnes peuvent dormir, en fait, et puis il y a le petit déjeuner et tout, d'inclus. Et dans cette, maison, j'ai rencontré 2 Argentins, c'était des cousins et c'était, je pense la première fois que je parlais à des Argentins. J'étais vraiment au début de mon voyage et donc ils m'ont fait découvrir le maté, la culture argentine, l'accent argentin et en plus moi j'étais, vraiment à pas un niveau de fou en anglais donc je me souviens que c'était assez drôle de communiquer avec ces personnes. Et il y en a un, du coup, qui était médecin dans la campagne, en Argentine, autour de Cordoba et il y a eu quelque chose. Voilà, il y a eu un feeling entre lui et moi et il faut savoir qu'en plus, moi, les caches d'art, ça m'a toujours dérangée et qu'il avait vraiment littéralement plus de 10 ans de plus que moi. Mais je sais pas pourquoi, en fait, pour les personnes qui vont rencontrer des hommes argentins, les hommes argentins ont une manière de te faire sentir comme si tu étais la femme de leur vie, qu'il y avait un truc incroyable qui se passait entre vous et cetera et voilà, c'est des personnes qui sont très, très charmeuses et du coup, je me suis laissée, emporter par ça. On s'est, je crois, embrassés dans mes souvenirs et il s'est rien passé de plus. Il est parti le lendemain et il faut savoir qu'en fait, à Cuba, il y a pas vraiment accès à internet. C'est-à-dire que pour accéder à internet, tu es obligé de payer un espèce d'abonnement pour, 20 ou 30 minutes et puis après, il faut aller sur une place publique où il y a, l'accès à la Wi-Fi et donc du coup après tu peux utiliser, internet pendant le temps que tu as payé. Donc c'est très compliqué de rester en contact avec des personnes qui voyagent à Cuba. Mais en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que, OK, toi, tu voyages de ton côté, moi du mien comme on doit se retrouver tous les 2 à La Havane en même temps, à la fin de notre voyage rendez-vous dans 2 semaines à La Havane. Donc de temps en temps, quand on arrivait à se connecter sur internet, du coup, on s'envoyait des petits messages, toujours bon, OK, on se rejoint à telle auberge jeunesse et cetera. Et donc du coup, à la fin de mon voyage, j'étais dans l'optique de rejoindre ce mec, en fait, à l'auberge jeunesse et donc j'arrive, toute contente et quand j'arrive et que je le retrouve, dehors, il est en train de parler à une autre femme de la même manière dont il me parlait avant. En mode, très près d'elle, noyé dans son regard donc du coup, je me suis avancée, j'ai fait: «Bonjour». Je lui ai vraiment fait comprendre que j'étais là, que j'avais vu clair dans son jeu et que c'était ciao, en fait. Donc j'ai vu dans son regard qu'il avait paniqué, mais moi j'ai été, de mon côté
Et dans cette auberge de jeunesse, j'ai rencontré un Italien qui était vraiment super, good vibe. On s'est tout de suite entendus et on a passé la soirée ensemble. Donc on est sortis dans la van, on a été sur un rooftop, boire un verre, c'était trop génial. On avait la vue sur la van et en plus c'était mon dernier soir donc j'en ai profité à fond et puis quand on est rentrés à l'auberge jeunesse, bah, on s'est embrassés et le reste, appartient à l'histoire. Voilà. Nous avons passé, la nuit ensemble et c'était super chouette et puis surtout que moi vraiment, je crois que j'avais vraiment jamais vécu de juste, coup d'un soir. En gros, ce qu'on appelle les coups d'un soir, c'est pas trop mon truc, mais avec lui, il y avait une connexion incroyable et du coup, voilà. Et j'ai vu après coup que l'Argentin avait tenté de me recontacter, de me renvoyer des messages, mais en vrai, je m'en foutais parce que j'avais rencontré, un mec vraiment super et je suis, partie au petit matin, voilà, sans avoir la possibilité de dire au revoir à l'italien. Mais je suis partie comme dans les films avec mon sac et j'ai été, en direction de l'aéroport et c'est une belle histoire parce que franchement, cet Italien, ça a été un gros coup de cœur. J'ai pas osé garder contact avec lui, mais je l'ai toujours sur Instagram et c'est un petit peu mon crush à distance parce que ça va faire, 6 ans, je pense, enfin, cette histoire, pardon, date d'il y a 6 ans et je regarde toujours ces petites stories de temps en temps et je me dis: «Ah, qu'est-ce qu'il est beau quand même» et c'est mon crush et peu importe si je suis en couple ou pas, ça reste mon petit crush, intime et secret. Voilà, je trouve qu'en auberge jeunesse ou en voyage, il y a tellement des merveilleuses histoires à vivre et à raconter et ça a été l'une d'elles. Donc bah, j'espère que cette histoire résonnera avec, d'autres personnes. Bonjour à tous, moi c'est Charlène. Alors ma petite anecdote de voyage est arrivée durant mon voyage de un peu plus de 4 mois et demi en Asie. Donc j'ai fait Sri Lanka, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Japon et Corée. Durant ce voyage, j'ai principalement, voire à 95% du temps, dormi dans des auberges de jeunesse, dans des dortoirs. Donc effectivement, durant ce long voyage, j'ai pu croiser quand même beaucoup de gens. Mais celle qui me restera en tête, et d'ailleurs j'en ai fait une petite photo, c'est que arrivé à Takayama, dans la préfecture du Gifu au Japon, c'était ma deuxième nuitée dans ce dortoir. Et en fin de journée, quand je rentre enfin, il y avait un jeune Coréen, donc je pense que toute jeune vingtaine, qui était en train de s'installer tout simplement, sa valise un peu éparpillée partout. Et quand enfin voilà, quand je rentre dans la pièce, il a un grand sourire. Et alors son anglais était très très approximatif. Il a essayé tant bien que mal de m'expliquer qu'il venait d'arriver de Corée du Sud, que c'était son premier voyage solo en dehors du pays et qu'il était super content, super ravi et excité de ce voyage. Et que pour entre guillemets prouver et les choses, enfin c'était pas une question de prouver, mais voilà, il était tellement excité qu'avant son départ, il avait préparé des petits goodie bags avec des snacks coréens avec un petit mot sur chaque sac avec un petit smiley et ravi de faire votre connaissance en coréen et en japonais. Et voilà, j'étais la première étrangère, la première personne qu'il venait vraiment de rencontrer, avec qui il échangeait. Et il m'a tendu un petit goodie bag. Donc il en avait prévu, je pense qu'un quart de la valise était rempli de ces petits goodie bags. Donc il est arrivé bien préparé et dans la très bonne intention de rencontrer des gens et d'échanger et de communiquer avec le monde entier. Voilà, c'est la seule et unique interaction de ce genre que j'ai eue durant mon voyage. Vraiment trop mignonne et je m'en souviendrai toujours, je pense, parce que voilà, ce n'est arrivé qu'une seule fois. Moi aussi, j'avais envie de te partager des petites anecdotes d'auberge de jeunesse. J'avais déjà enregistré celle-là en me baladant pour pas l'oublier parce que ça m'est venu d'un coup. Je me dis, oh, j'ai tellement envie de partager cette anecdote. Et en fait, j'avais
tellement de vent derrière moi que c'était inaudible. Donc là, je réessaye. Mais j'ai pas mal de voitures autour de moi. J'arrive pas à trouver d'endroit calme parce que je suis en train de rouler sur la route 66. Si tu veux suivre cette aventure-là, c'est sur Instagram que ça se passe. L'anecdote que j'ai envie de te partager, elle s'est passée au Brésil, dans la ville de São Luís. C'est à côté du désert de Lençóis Maranhão. C'est un peu on va dire la grande ville là autour. J'y étais allée. Alors, je voyageais avec Bianco, donc c'est pas évident d'avoir des dortoirs qui acceptent, ce que je peux parfaitement comprendre, c'est tellement délicat. Mais j'avais réservé donc une première nuit en chambre privée et en fait pour la deuxième nuit, il n'en avait plus. Donc le gérant m'a installé dans un espèce de grenier où en fait il y avait un côté où il y avait une tente avec dedans une québécoise et après une chambre, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Un débarras avec un lit dedans serait plus approprié. Mais au moins, on avait une porte fermée, on pouvait être avec Bianco tranquille. Et ça coûtait pas très cher, donc ça m'allait bien. Donc avec cette Québécoise, on a bien papoté. Puis elle, ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle était là. Elle avait discuté avec les autres personnes dans l'hostel. Et il y avait 2 Brésiliens, dont un en fait qui fait ses études dans la ville et qui donc, les jours où il étudie, il est à l'hostel, sinon il rentre dans sa ville d'origine. Et donc, ils nous ont fait signe de venir manger avec eux, on y va, puis quand on revient, on s'installe à l'hostel pour manger ce qu'on avait acheté, et on commence à papoter, puis là, c'est improbable la conversation qui suit, quoi. Donc, cette Québécoise parle de féminisme, et puis elle commence à parler d'avortement. Il faut savoir qu'au Brésil, c'est complètement illégal, parce que c'est un pays très pieux, et donc, comme beaucoup de personnes pieuses, pour eux, l'avortement, c'est tuer. Donc, on discute de ça, puis la Québécoise, ça l'énerve, en fait. Ça lui pose un véritable problème ce que je partage aussi comme point de vue, mais c'était elle, en l'occurrence, qui parlait à ce moment-là. C'est pour ça que je le dis comme ça. Elle dit que ça la dérange profondément, en fait, qu'une femme ne puisse pas avoir le contrôle de son corps. Et puis, elle lui vient en tête un exemple. Elle dit donc que l'étudiant qui était là avait 17 ans. Donc, elle le regarde et lui dit, toi, tu as 17 ans. Imagine, ta copine, elle en a 15. Et là, elle tombe enceinte. Mais si tu le gardes, t'imagines, ça veut dire que tu arrêtes tes études pour travailler, elle peut pas continuer, elle doit s'occuper de l'enfant. Mais ta vie, elle est gâchée, en fait, après ça. Et là, l'autre Brésilien qui était là dit, moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Alors, on vient lui, comment ça ? Il nous explique qu'en fait, à 17 ans, il a mis sa copine de 15 ans enceinte et du coup, il a arrêté ses études pour aller travailler, pour gagner de l'argent et pour subvenir à leurs besoins. Et qu'en fait, encore aujourd'hui, même s'il n'est plus avec cette femme, il continue à travailler pour subvenir à leurs besoins à toutes les deux. Et là, tu te dis, mais la probabilité pour qu'elle sorte un exemple comme ça, qui lui est venu en tête, et c'est exactement la situation de l'autre personne avec qui on était. Puis aussi, après, on s'est séparés, on est remontés chacun dans nos chambres. Nous, on était à côté, puis elle me dit, cette Québécoise, mais tu te rends compte quand même qu'on vient de tenir une conversation sur l'avortement en portugais. On est toutes les deux francophones, le français c'est notre langue maternelle. On a appris le portugais en voyageant au Brésil et on vient de tenir une conversation sur l'avortement. Puis elle me regarde et dit, je suis fière de nous quand même. Voilà, j'avais envie de te partager ce moment improbable et puis cette belle connexion avec cette Québécoise, ce moment de fierté. Puis le what the fuck de la situation, quoi. Coucou Alban, j'espère que tu vas bien. Je te fais comme promis un petit vocal pour te raconter mon anecdote avec les auberges de jeunesse. J'en ai choisi une parce qu'il y en a beaucoup, puisque les auberges, c'est ma passion. Mon rêve quand j'aurai 40 ans, c'est d'avoir mon auberge de jeunesse au bord de l'océan, peut-être en Bretagne, peut-être ailleurs. Ma plus longue histoire donc avec une auberge de jeunesse, c'est en Équateur que ça se passe. Je suis arrivée dans une auberge de jeunesse qui s'appelait Honda. Je parle au passé parce qu'elle n'existe plus. RIP, ma plus grande tristesse. Et j'y ai pris 2 ou 3 nuits de réservation, il me semble. J'étais avec mon copain. Au bout de ces 2 ou 3 nuits, on s'est dit on est vachement bien ici quand même. Alors on a augmenté pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et au bout d'1 mois, dans cette auberge de jeunesse, on a demandé s'ils avaient besoin de bénévoles. Et donc, pendant 4 mois, on a été bénévoles dans cette auberge de jeunesse. Donc, tous les mois, en fait, on rajoutait 1 mois parce qu'on y était trop bien. Et donc, on faisait les petits déjeuners, le ménage, l'accueil, les sorties, les renseignements, tout ça. Et au bout de donc, ce mois en tant qu'invité, puis ces 4 mois en tant que travailleur bénévole, on a ensuite emménagé avec les managers de cette auberge, juste à côté de l'auberge, qui, 1 an plus tard, m'ont proposé de reprendre cette auberge.
Et puis ensuite, la situation politique en Équateur a été ce qu'elle a été, malheureusement. Et voilà, ils sont partis, je n'ai pas pu rentrer dans le pays, l'auberge a été reprise et elle est devenue complètement autre chose. Donc il y a toujours quelque chose à ce lieu, mais c'est pas, voilà, c'est pas la même histoire, c'est pas le même ressenti, c'est pas la même chose, c'est juste un business différent. Mais peut-être qu'un jour j'y retournerai, puis on verra bien ce que l'avenir nous dira. Donc voilà, mon histoire d'amour avec les auberges de jeunesse. J'ai hâte d'écouter cet épisode et d'entendre les histoires de tout le monde. Et je te dis à très bientôt. Salut à tous, moi c'est Florine, j'ai 28 ans, je viens de la région de Liège en Belgique et aujourd'hui je vis en Colombie. Alors j'ai eu la chance de voyager pendant plusieurs années un peu à travers le monde seule en sac à dos et aujourd'hui je me suis servi de cette expérience pour ouvrir ma propre agence de voyage qui s'appelle The Co-Explorer. J'organise des voyages d'aventure en petits groupes et en sac à dos. Donc je suis fière aujourd'hui de pouvoir dire que je vis de ma passion. Forcément, les auberges jeunesse ont fait partie de mes voyages et j'ai pas mal de bons souvenirs et des moins bons à partager. Alors le premier qui me vient en tête, c'était dans les premiers voyages, j'avais 20 ans, j'étais au Costa Rica, c'était mon stage de fin d'études et c'est un bon souvenir. Hein. Un jour, je travaillais au bar le soir et il y a un homme qui est venu me demander quelque chose. Moi, je me rappelle plus c'était quoi. Mais ce que je me rappelle, c'est que ce soir-là, j'étais pas de bonne humeur. J'avais pas envie de parler aux gens. Ça arrive. Et je crois que je lui ai mal répondu. Il a commandé une boisson, je lui ai servi. Et juste après, il y a tout son groupe d'amis qui l'ont rejoint au bar. Et j'ai vu arriver des hommes grands, beaux, musclés, avec des gros tatouages, des longs cheveux, puis les femmes toutes belles avec des fleurs dans les cheveux. Et j'ai compris, ils m'ont expliqué qu'ils venaient de l'île de Pâques et qu'ils étaient en tournée pour faire des concerts à travers le Costa Rica. Et dès le premier soir, en fait, je me suis nouée d'amitié avec eux. Il y avait un d'eux qui était super beau. C'était comme un rêve éveillé. J'avais jamais rencontré des gens, des îles exotiques, si je peux dire. Et ça m'avait juste émerveillée. J'étais émerveillée face à eux tous les jours. Ils ont passé une semaine avec nous à l'auberge et je les ai pu quitter. Je les ai carrément suivis au concert et si bien que l'homme, avec qui j'étais désagréable au début, m'a carrément invitée sur son île, sur l'île de Pâques. Donc c'était un beau souvenir et je ne l'ai toujours pas oublié après 8 ans. J'ai un deuxième souvenir qui me vient en tête, un petit peu moins bon. Alors c'était en Afrique du Sud, je remets le contexte, c'était pendant la période du Covid, les frontières venaient juste de rouvrir, donc ça faisait plusieurs semaines, voire même mois que je voyageais en Afrique et que je rencontrais personne sur mon chemin. Et quand je suis arrivée à Cape Town, dans une auberge jeunesse, une fois encore, j'étais toute seule. Donc j'ai passé plusieurs nuits toute seule. Et un soir, je dormais paisiblement. Et pendant la nuit, j'ai entendu doucement la porte s'ouvrir. Et je sais pas pourquoi, je me suis pris d'une peur. J'ai tourné la tête vers la porte et j'ai vu quelqu'un, un homme, me regarder entre l'ouverture de la porte, mais sans bouger. Il m'a regardé. J'ai hurlé, mais hurlé comme jamais de peur. J'arrivais pas à m'arrêter de hurler. Si bien que le mec s'est mis à hurler, parce que lui, il a eu peur de moi et moi, j'ai eu peur de lui. Et le réceptionniste arrive en courant, en me disant « Calme-toi, capte-toi, il vient d'arriver, il va dormir avec toi dans le dortoir. » Et en fait, j'étais tellement habituée, je pense, à être toute seule que je sais pas, ça m'a fait bizarre qu'un homme rentre dans ma chambre, alors que c'était pas ma chambre, c'était le dortoir. Donc c'était une nuit assez traumatisante pour moi et pour lui du coup, parce que je l'ai effrayé autant qu'il m'a effrayé. Après je lui dis le lendemain, mais quand tu arrives pendant la nuit, tu ouvres la porte, tu rentres, tu vas dans ton lit, tu fais pas ce que t'as fait, tu t'ouvres pas la porte et tu regardes pas la personne qui dort comme un psychopathe quoi. Je vais raconter un dernier souvenir pour la route, c'était un plus récent, il y a 2 ans, c'était au Sri Lanka, et celui-là franchement il m'a marqué. Enfin comme les autres, mais celui-là, j'avais vraiment envie de tuer mon voisin de droite, mais à un point. Donc j'étais dans un dortoir au Sri Lanka, dans le sud, à Odingama, et ce soir-là, j'étais rentrée vers 2h du matin, j'étais avec un pote sur la plage, je suis rentrée à 2h du matin, je vais me coucher, et à peine, 15 minutes après, mon voisin de droite rentre dans la chambre. J'ouvre pas les yeux, hein, je dormais, voilà. Et je l'entends, je sais pas, faire des gros bruits de pas. Et là, je l'entends se jeter sur le lit à côté de moi. Et quelques instants après, je l'entends cracher, mais cracher de toute art. Il crache à gauche, sur le sol. Là, j'ouvre les yeux, je le regarde. J'étais un petit peu en train de somnoler, donc je réalisais pas ce qui est en train de se passer. Le mec est en train de cracher de toutes ses forces sur le sol. Je ne sais pas comment je me suis finalement endormie. Et soudainement, pendant la nuit, je sais pas à quelle heure, rebelote, je l'entends cracher.
Et je l'ai regardé, je lui ai fait « You are so disgusting ». Et je sais pas comment, encore une fois, je me suis endormie. 3e fois, je me réveille avec le cri de la fille qui hurle. J'ouvre les yeux. Le mec était sur son lit, s'est jeté sur elle, littéralement, comme une étoile de mer. Il s'est jeté sur son lit et elle l'a sursauté. Mais tu m'étonnes. Et là, je l'ai insulté et je lui ai fait « Mais dégage de la chambre, t'es un psychopathe, un psychopathe !» Et je disais à la fille, calme-toi, c'est lui, pour la rassurer, pour pas qu'elle pense à un inconnu qui est sauté sur son lit, quoi. Elle devait être flippée. Et j'ai pris mes affaires, je suis allée dormir à la réception. Il y avait un fauteuil à la réception, je suis allée dormir. Et quand le réceptionniste est arrivé le matin, je lui ai dit, par contre, celui-là, il dégage. Hein. C'est un psychopathe. J'en ai fait des auberges jeunesse dans ma vie. Mais alors, celui-là, c'est un psychopathe, vraiment. Et finalement, ils lui ont demandé d'arrêter de boire autant ou de changer de logement. Et une dernière un petit peu plus drôle, c'était en Tunisie. L'auberge jeunesse, c'était un caravansérail. Et je me rappelle, ça coûtait quoi, 2 € la nuit. C'était super magique comme cadre. Enfin, j'avais jamais dormi dedans. Et il faisait froid, par contre. Ah, je me rappelle, il faisait froid. C'était en février, il faisait très, très, très froid. Et on m'avait mis dans une petite chambre, toute mignonne, enfin vraiment typique d'un caravansérail. Et cette nuit-là, j'avais froid. Tellement froid que le froid a pris raison de moi. Je me suis réveillée en une colère. Il n'y avait personne à la réception, évidemment. J'ai ouvert toutes les portes des chambres pour aller chercher des couvertures. Genre, j'ai fait tout le tour du caravansérail juste pour voler toutes les couvertures que j'ai trouvées pour aller me réchauffer parce que c'était des petites pièces très humides, très froides, finalement. Et bref, je viens de me rappeler de ça c'était drôle. Je suis arrivée à Fort Kochi, dans la ville de Kochi, en Inde. Je suis arrivée de nuit par bus, j'étais à moitié endormie, et quand je me suis arrêtée, etc., j'avais bien demandé avant, j'avais envoyé des messages par WhatsApp au gérant de l'hostel pour être sûre que je pouvais arriver dans la nuit et que je n'allais pas me retrouver dehors. Il me dit ouais, pas de souci, envoie un message quand t'arrives, enfin quand tu sais l'heure, il y aura quelqu'un pour t'ouvrir, pas de souci. Et donc j'arrive, je sais plus, je me rappelle pas si c'était 2 ou 4 heures du matin, mais plein milieu de la nuit quoi. Donc je dis quand j'arrive, puis là il y a effectivement quelqu'un qui m'attend, adorable, et en fait pour pas que je réveille tout le dortoir, il m'avait mis dans une chambre privée sans me faire payer le prix d'une chambre privée, quoi, trop sympa. Super sympa, enfin d'ailleurs je suis encore un petit peu en contact avec lui qui travaillait pour cette auberge de jeunesse parce qu'avec le Covid elle a fermé. Le lendemain matin il vient me voir puis je dis écoute j'ai perdu mes lunettes de soleil, j'ai dû les oublier dans le bus ou quelque chose. Il y a tellement de soleil ici en Inde, j'ai besoin d'en trouver. J'y vois rien sans, j'en ai besoin. Est-ce que tu sais où je peux trouver ça? Et donc super sympa, il dit mais attends je t'emmène, je viens avec toi, t'inquiète. Et donc il m'emmène en scooter. Je me rends compte que j'ai aussi perdu, j'avais acheté une paire à quelques euros, même pas quelques euros pour Holi, parce que je me préparais pour Holi, le festival des couleurs. Et je voulais pas en avoir plein les yeux, et je voulais pas abîmer mes lunettes de soleil. Donc j'avais acheté une paire, etc. Et même elle, en fait, je l'avais perdue. Quand je me rends compte de ça, je me dis, mais j'étais dépitée. J'étais dépitée de perdre les lunettes de soleil. Non, une qui valait rien. L'autre, je l'avais quand même payé cher. C'était des très très bonnes lunettes de soleil. Donc j'étais dépitée. Et donc j'ai mangé son nom. Ça craint. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Son nom me revient pas. S'il me revient, je le redirai. Mais il me dit, mais tu sais, quand tu perds quelque chose, c'est que tu vas trouver quelque chose. Sur le coup, j'étais fatiguée, j'étais énervée, j'ai pas relevé. Mais encore aujourd'hui, je m'en rappelle et ça m'a en fait profondément marqué qu'il me dise ça. Donc il m'emmène sur sa moto faire tous les magasins et là j'étais encore plus dépitée parce qu'en fait il y avait pas de lunettes de soleil de bonne qualité. Elle disait toutes que c'était des verres polarisés alors que pas du tout, c'était des mensonges. Et surtout les UV étaient pas assez forts en fait pour le soleil indien, donc elle me faisait mal aux yeux. Donc j'étais complètement dépitée, j'ai quand même fini par acheter une paire parce que c'était toujours mieux que rien. Et donc je reviens à l'auberge, cette fois
il me montre le dortoir, je m'installe vraiment dans le dortoir. Puis là, en fait, il y avait 2 Français, je discute avec eux, sympa et tout. Puis on passe la journée. Et en fait, en fin de journée, donc lui et les 2 Français me disent tiens, ça te dit, on va voir le coucher de soleil sur la plage, tu veux venir? Je dis bah ouais, carrément, j'adore ça. Et puis au moment où on part tous, on va dans la voiture du gérant de l'auberge. Et là, il y a une fille qui descend les escaliers. Du coup, un des gars dit on va voir le coucher du soleil, tu veux venir avec nous? Et donc, elle dit bah ouais, carrément. En fait, c'était aussi une Française. On n'était que des Français à ce moment-là dans l'auberge de jeunesse. Du coup, pas très cool, on se mettait à parler en français. Donc, le gérant et Aline, ça s'appelle Aline, ça y est, ça me revient. Ouh, il était temps après je ne sais combien de minutes à blablater. C'était pas très cool donc pour le gérant et ni pour Aline, mais je pense que c'est une habitude qu'on a tous quand on est avec des gens de notre pays ou qui parlent la même langue, on va pas parler en anglais quoi. C'est pas évident à faire. Donc cette fille nous rejoint, puis là on commence à papoter et on se rend compte que on a fait la même formation de yoga. C'est-à-dire que dans le même centre avec les mêmes profs. Et elle l'a faite 1 an avant moi. Mais le monde est tellement petit. Et du coup, on a commencé à discuter comme ça. Et puis, on a en fait une amitié est née. Et c'est encore aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je continue à discuter, avec qui je suis encore en contact. Coucou, c'est la Alban du montage. J'avais envie de rajouter une petite précision que j'ai oubliée en faisant mon petit vocal que j'ai fait en me promenant et que je trouvais aussi important dans cette petite anecdote. C'est qu'avec cette amie, avec Tiffaine, on s'est tout de suite bien entendu et surtout parce qu'en fait, on voyageait de la même façon. Et c'est tellement rare de trouver des personnes qui voyagent exactement comme toi que c'était vraiment c'était un beau moment et on s'est bien entendu tout de suite, surtout par rapport à ça. Et ça nous a permis de vivre des belles choses. On a passé quelques moments ensemble, dont par exemple un moment où on cherchait à manger, on avait faim, on était avec un des autres Français. Et là, on voit un petit panneau, un genre Uber Eats, enfin tu vois, livraison possible. On se dit, c'est bizarre, on toque à la porte. Et en fait, c'est une maison, c'est chez quelqu'un. On dit, mais on a vu le panneau. Il fait, oui, mais en fait, je suis sur l'application, mais je suis pas un restaurant. Les livreurs viennent chercher la nourriture chez moi. Je la prépare à la maison et puis c'est apporté chez les gens. Enfin, ah, ok, est-ce que nous, on cherchait un endroit où manger? Et en fait, elle était tellement contente de voir des étrangers que cette personne nous a invités à manger chez elle. Donc voilà, j'avais envie de partager aussi ce beau moment que permettent les auberges de jeunesse, ces belles rencontres, d'avoir des gens qui voyagent comme toi, qui ont la même façon de penser, et puis de pouvoir rencontrer aussi des locaux. En fait, je me suis rendu compte plus tard que ce que m'avait dit Aline, quand tu perds quelque chose, c'est que tu trouves quelque chose. J'avais perdu 2 paires de lunettes de soleil, mais j'ai trouvé une amie. Et pour la petite histoire, je te disais que cette phrase m'a profondément marquée. Je te raconte une autre petite anecdote, même si elle n'est pas en auberge de jeunesse. En Albanie, j'avais des tongs, tu sais, ces grosses tongs, là, je sais pas comment on dit, quand c'est pas en mode string de pied, c'est-à-dire que ça te passe pas entre les orteils, mais c'est le gros truc qui est dessus, parce qu'en fait, moi, le mode string de pied, ça me fait trop mal, je les supporte pas. Et on arrive en Albanie. À l'époque, j'étais avec Bernardo en van, on faisait notre tour d'Europe. Et là, je perds une tongue, quoi. Et j'avais pas d'autres chaussures à ce moment-là, j'avais que ça. Je dis, oh putain. Pareil, j'étais énervée. Et en fait, le moment où j'ai perdu la tongue, 1 heure après, c'est le moment où on a trouvé Bianco. Donc, quand j'ai trouvé Bianco, la phrase que m'avait dit Aline, elle est revenue. Quand tu perds quelque chose, c'est que tu vas trouver quelque chose. C'était très fort. Merci à toi d'avoir écouté, j'espère que cet épisode t'a plu. J'avais envie de te partager aussi, j'ai demandé dans différents groupes Facebook et il y a quelques petites choses qui revenaient pas mal par rapport aux histoires en auberge de jeunesse. La première, c'est vraiment les rencontres qui font te rendre compte, c'est dur à dire, hein, à quel point le monde est petit. Par exemple, rencontrer quelqu'un qui habite dans la rue voisine à la tienne, revoir quelqu'un que tu avais déjà rencontré dans une autre auberge de jeunesse quelques mois plus tôt, ça revient énormément. Mais aussi, ce qui revient, qui est un peu moins cool, mais bon, au final, ça te fait quand même rire après coup, c'est quelqu'un qui se trompe de lit ou encore la relation sexuelle dans le lit d'au-dessus ou dans le lit d'à côté. Ça revient quand même
énormément. Donc sois préparé. Merci à toi d'avoir écouté. Merci énormément à Manon, Charlène, Florence et Florine d'être venues partager leurs témoignages. Je suis contente d'avoir eu ces chers invités, ces belles personnes qui ont partagé leurs petites histoires de voyage. Si toi aussi tu as des histoires à partager, viens me les mettre en commentaire. Et si tu veux vivre ce genre d'expérience, tu peux te procurer le e-book pour bien choisir ton auberge de jeunesse. Le lien est en description et je te dis à très vite.